Appuie dessus. Ah oui, la mienne, elle est où? Et il faut que j'aille la chercher ou c'est toi qui me la donne? Il faut que j'aille chercher la mienne? Non, il faut que tu ailles la chercher, mais il va peut-être te demander de reconfigurer ton PC, donc à ce moment-là, je la passerai moi. Tu vas pas passer perdre du temps, Non, alors attends, est-ce que je vais chercher parce ça? que le PC de la commission, il va peut-être. Ouais, ouais, parce que Zoom, ils n'aimaient pas bien la commission à l'époque. Non, je sais. Bah, ils n'aimaient pas grand-chose. Non, c'est ça. Attends, je vais essayer de la Et chercher. tu as commencé le partage d'écran. Voilà, là on voit Alors ton attends une mail. seconde, je vais essayer de la chercher si je la trouve quelque part. Où est-ce que je l'ai mise? Alors, une seconde. Alors, que j'envoie bien celle que je t'ai envoyée. Voilà. Oui, c'est ça. Ça ressemble. Voilà, PowerPoint. Paf. Allez, allez, ah voilà, Enable Editing. Ah, tu sais pas, maintenant on travaille en Nouvelle-Aquitaine aussi, on commence à travailler avec La Rochelle. Ah, je dis ça, c'est le Ah, bah, ça me fait retour plaisir. vers le futur là pour le coup. Ah, vous voyez la présentation là? Non. Non. Please move this window away from the shared application. Ok, intéressant. Bon, écoute, si ça couine trop, Your screen is sharing in pause. parce qu'il y a différents écrans à partager, donc normalement tu la vois en petit. Quand tu fais partage d'écran, il y a des petits Ouais, écrans. ouais, stop share. Non, your screen. Je mets new share peut-être? Je sais pas. Oui, Non, non, je Je pense vais qu'il faut. essayer. Ah, elle est là, vous la voyez, non? Là, non, à l'instant T. Est-ce que. Screen 3, moi je vois un truc, là. J'appuie dessus peut-être? Oui, On va essayer. voilà, voilà. là c'est parfait. Ah, mais je vois plus personne. C'est pas grave. C'est normal, c'est quand vous Ah, prenez la main sur la présentation, vous ne voyez plus, mais vous avez en haut à droite un petit bouton où c'est écrit affichage. alors, que je regarde, excuse-moi. On dirait dans les films catastrophes, quand c'est l'hôtesse de Ah l'air oui, mais qui vous fait êtes les sur. commandes de l'avion. Ah oui, si vous êtes sur mon grand écran. Ah, c'est marrant ça, oui. Et en haut à droite, vous avez le petit onglet affichage et vous pouvez choisir le type d'affichage que vous souhaitez. Et si vous le passez en côte à côte galerie, vous aurez à la fois votre présentation et les intervenants. Restore down. Je n'aurais pas le fermer. Bon, je vais peut-être pas toucher parce que comme ça, je vais pas. Non, de toute façon, il faudra que tu le refasses parce que du coup, Ah, c'est Alexandre qui va commencer et prendre la main. alors, Voilà, moi, Climate j'ai Energy. deux écrans là, donc je vais jouer avec mes deux écrans. Il y a un écran où je vous vois et je vois ma présentation, donc ça, c'est bien. Ah bah dis donc, c'est perfectionné chez toi. Ouais, tu parles, oui. T'es au bureau du coup là ou t'es chez Oui, toi? je suis au bureau là parce Oui, que je c'est ne ça. voulais pas avoir de problème de. Ben, comme je suis critique, on est deux dans l'unité. Oui. J'ai le droit, en fait, on ne travaille plus du tout au bureau, bien sûr, mais sauf les personnes dites critiques, donc c'est le chef d'unité et l'adjoint. Donc voilà, donc moi j'ai la Ah chance ben, de pouvoir aller voilà. au bureau de temps en temps De sortir. et, et on a l'honneur d'arroser les plantes, voilà. Ses collègues aussi. Bon, du coup, Alors comment ça se passe exactement? Il y a une petite intro de. alors Alexandre Robert Sélanian va faire l'intro, Bonjour Alexandre, oui, Bonjour. présenter le réseau Noé, ce qu'est le réseau Noé. c'est Oui. ça. Et En- après, je vous passe la main. Ensuite, c'est toi qui parles. Ensuite, je présente moi avec Florent. Ah oui, Simon aussi, il faudra, quand Florent Poiret arrivera, il faudra que tu me le signales pour que je le passe en côte, au moins qu'il puisse parler et se montrer. Donc, on va D'accord. présenter chaud et puis un autre projet, parce que comme on présente plus les process que vraiment que le contenu, quoi. On ne s'en tire Bien pas que sûr, le bien sûr. contenu, c'est plutôt comment on a fait pour y arriver. Ça La va changer réponse quand par même. hasard n'étant pas admise. Il faut développer, montrer une stratégie. Ensuite, donc Sylvain Caloche qui nous parlera lui d'un projet pareil du process. Et ensuite, on a une visio de François Baudin qui a fait un projet clé sur la qualité de l'air, Smart City, qualité de l'air, capteur. Ah, Et lui intéressant. aussi a fait un rétex mais il a mis ça sur YouTube, ce que je trouve être une bonne idée. Ah oui, Un rétex de comment j'ai fait pour avoir le projet. d'accord. Voilà. Ok. Je vous propose de partager mon écran, parce qu'on est à 17 participants pour l'instant. Donc, Allez, c'est parti. ça, à ce moment-là. Oui. Donc, je vais arrêter de partager votre écran, je suis désolé. Pas de souci. À tout à l'heure. Bon, écoute, ça a l'air de pas mal se. Alors, en conférencier, j'ai moi-même, Nani, Gna, Patrick de Bruxelles. Patrick de
de Pan ou de Osdenkerk ou Ah, de la mer. Sylvain et Hervé qui est passé aussi. D'accord. Donc, il manque plus que. Ben, conférencier, il manque plus que Florent Poiret. Je ne vois plus le nombre de personnes qui sont. Conférencier 6, spectateur 13. 13, ok. Bon, on va attendre un petit peu de toute façon. On est un peu en avance encore. oui, les Oui, 26. oui, on va attendre un peu. Mais bon, ça a l'air de vouloir fonctionner comme il faut. J'arrête de Il y dire avait un ça autre parce que événement c'est ce la- matin sur l'énergie, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Bah, il y en a sur chaque cluster en Et fait. qu'est-ce que vous avez invité du programme énergie? Annabelle Rondeau, D'accord. Ah oui. lycéenne énergie. On avait trois témoignages, 2 entreprises. Donc, c'était Sabella et je ne me souviens plus du deuxième. Et on avait. Les chantiers de Bretagne Sud. Merci Hervé. Et on avait donc Mircea, je ne me souviens plus de son nom, qui fait partie du projet NanoEH, qui est un projet qui est sur l'énergie et les nouvelles formes d'énergie, notamment Les IoT, tout ce qui est. IoT et Ah photovoltaïque. oui, d'accord. Ah, d'accord. C'est un fait open qui a été Ah, ok. l'année Ah, dernière. intéressant. Et c'est le coordinateur du projet. Théoriquement, ça aurait dû être la personne de l'INSA, mais il n'était pas disponible au dernier moment. Donc, le coordinateur a repris et nous a parlé de son projet. D'accord. Je vérifie. Moi. Mais c'était intéressant parce qu'on a eu le premier témoignage, Bretagne Sud, on est vraiment sur un programme de recherche qui était très opérationnel. Le deuxième c'est Morcier à nous. Donc sur l'IoT, on était quand même avec Thales, donc sur un projet un peu plus amont. Et puis avec Sabella, on était vraiment sur un projet presque fondamental sur les turbulences lors du captage d'énergie dans les courants marins. Donc, c'était vraiment Intéressant. à plusieurs niveaux oui. de terre. C'était plutôt intéressant. Ça y est, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Hop, je vais m'échapper 30 secondes pour lancer ma... Donc moi du coup, la presse Noé, je la ferme, crac, voilà. Hop, je fais comme les petits enfants, moi, il faut que je commente ce que je suis en train de faire. Et alors maintenant, je vais mettre le cube sur voilà, Horizon Europe, ça c'est toi. Bon Patrick, je remets ta présentation en stand-by au cas où. D'accord. Vous me donnerez la main après ça. Ah, tu la prends tout seul. Vous pouvez la prendre en fait. Bon. Quand vous prenez, partagez votre écran. Une fois que je vous donne la main, je vous partage votre écran et ça va me couper directement. Alors, si je fais ça où Voilà. là? Ah ben attends, on te le dira. Comme tu as fait tout à l'heure, en fait. Bon. Ah oui, ça va réapparaître en fait. Ouais. Voilà, ça, exactement. va réapparaître. Vous Ok, allez prendre la main sur la présentation d'Alexandre. ça va. Voilà, bon. TikTok, spectateur 26. On attend encore un petit peu, je pense, quelques minutes. Ah, Florent Poiret, voilà. Tiens, est-ce que, Simon, s'il te plaît, tu peux mettre Florent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florent. C'est fait, Isabelle. Bonjour. C'est fait, ok, super. Alors, du coup, je ne vous trouve plus. Ah ben forcément. Oui. Mon Dieu. Hop, plus. Voilà, nommé co-animateur. Donc, du coup, voilà, Florent, vous pouvez intervenir. Donc, l'idée, moi, je présente 2 projets et demi. L'idée étant que moi, je fais plus la partie sur les process. Et je vous donnerai la parole pour
parler un peu du contenu et la configuration de ce projet sur le CHU, ce qu'on Oui, bien sûr. souhaitait faire. Voilà. OK. Bonjour à tous les participants, j'espère que vous m'entendez. Donc là, on est à 36, on va attendre encore un petit peu, 2-3 minutes avant de commencer. Et puis, hop, 33, je vous propose de commencer à 35 à ce moment-là. D'accord. C'est bon. Donc, je vais couper mon micro, moi. Je monte un petit peu, c'est bon, 38. Ok, je vous propose peut-être de commencer, si tout le monde est d'accord. Simon, je te laisse commencer l'enregistrement en même temps. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur la mobilité. Juste un petit point logistique, donc vous n'avez pas vos micros et vos caméras ne sont pas actives, c'est normal. Posez vos questions dans le chat et on les reprendra pour la table ronde. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter le réseau Noé. Donc, le réseau Noé est un réseau breton qui regroupe une trentaine de structures bretonnes qui sont académiques et non académiques, toutes intervenant dans le champ de la recherche et de l'innovation. L'objectif de ce réseau est d'encourager et de faciliter l'accès aux unités de recherche et également aux entreprises, au financement européen sur la recherche et l'innovation et notamment au programme cadre Horizon Europe. C'est un réseau qui est piloté par la région Bretagne et qui est co-animé par l'Agence régionale d'innovation, BDI, et la plateforme Projet Européen. Dans le cadre du lancement d'Horizon Europe, on a organisé 13 ateliers qui ont été répartis entre le 14 janvier et le 18 février, que vous pouvez voir ici. Vous avez déjà peut-être participé à certains ateliers. Il y a encore certains ateliers la semaine prochaine et la semaine suivante, et vous pouvez toujours vous inscrire. La clôture de ce lancement se fera le 19 février entre 16h et 17h30 avec une conférence intitulée Horizon Europe, quel enjeu, quelle synergie. Cette conférence sera en présence d'invités de prestige, notamment Jean-Éric Paquet, qui est directeur général de la recherche et de l'innovation à la Commission européenne. Ces slides vous seront fournis, et donc vous aurez le programme complet et les liens d'inscription si vous voulez vous inscrire. Avant de passer la main à notre premier invité, je voudrais juste remercier les organisateurs de l'atelier. Donc, c'est organisé par Noé, mais avec une participation plus importante d'IDFORCA,
de l'Université Bretagne Sud et de la 2PE. Donc maintenant, j'invite Patrick, merci Andyside, à partager son écran pour pouvoir prendre la main. Alors, je vais chercher ma présentation. Vous voyez ma présentation? Pas encore. Ça vient de marcher il y a 30 secondes. Si jamais ça ne refonctionne pas, je l'ai ouverte. Moi, je peux la. Si Les jamais aléas du direct. ça coince. Ouais, je suis sur deux ordinateurs. Alors ça coince un peu, je ne sais plus pourquoi. Si tu veux la mettre, Isabelle, je crois que ça sera peut-être plus facile. Tac. J'étais là. Bon. Est-ce que vous la voyez sur mon écran? Oui. Ouais. Il faut la mettre en full screen. Allez. Voilà. Il faut que tu la mettes en Plein écran. plein écran. Si je n'appuie pas sur le bon bouton, on ne va pas y arriver. Voilà, ça y est. Bonjour. On est là. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Je t'en prie. Merci de votre invitation, tout d'abord. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Patrick Mercier. Je suis français. Je travaille depuis 23 ans à la Commission européenne à Bruxelles. J'ai commencé par travailler, après avoir travaillé une quinzaine d'années au commissariat à l'énergie atomique en France. Et j'ai travaillé à l'époque pas mal dans les programmes PREDIT, programmes de recherche sur le transport terrestre à l'époque. Et donc ici, à la Commission, j'ai d'abord travaillé à la DG Mobilité Transport et maintenant je travaille à la DG Recherche Innovation, où je suis particulièrement responsable de la mobilité urbaine, mais je suis au sein d'une direction qui s'appelle Planète Propre, Clean Planet. Donc comme vous voyez, c'est très lié aux objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc c'est assez innovant. Et dans une unité qui s'occupe particulièrement des nouveaux systèmes urbains et de mobilité. Donc, on touche tout ce qui est transport, je veux dire, routier, transport ferroviaire, tout ce qui est transport terrestre, en fait. Voilà. Il y a une autre unité dans la direction qui s'occupe de tout ce qui est transport aéronautique et puis maritime. Voilà. Donc, je vais vous présenter, le deuxième transparent, s'il vous plaît. Je vais vous présenter le nouveau programme de recherche et développement qui s'appelle Horizon Europe, qui fait la suite d'Horizon 2020. Est-ce que vous pouvez passer le deuxième transparent? Je t'entends plus. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Vous pouvez passer le deuxième transparent? Alors, le deuxième, celui-là? On le voit. Voilà. Celui-là, Horizon Europe Structure. Voilà. Il est un peu flouté. Voilà, enfin, je vais peut-être… Donc, quand il apparaîtra, je vais commencer à parler déjà. J'espère qu'il sera un peu plus clair dans une minute. En fait, il y a le Horizon Europe à 3 grands piliers, un peu comme il y avait dans Horizon 2020, mais en fait, il y a quand même des différences. Il y a le premier pilier qui concerne tout ce qui est l'excellence de la recherche et tout ce qui est bourse pour les chercheurs. Le deuxième pilier, qui est le plus important, et je vais revenir sur celui-là, concerne tous les challenges globaux et le support à la compétitivité de l'industrie européenne. Et il y a un cluster dédié à tout ce qui est climat, énergie et mobilité. Je reviendrai dessus, bien sûr. Et le pilier 3, qui est un peu une innovation, qui concerne surtout tout ce qui est innovation et l'EIC, European Innovation Council. Il y a aussi tout ce qui est ce programme de support aux PME. Est-ce que tu envoies quelque chose ou c'est toujours… Non, c'est bien. Ah bon, ben parfait, ok. Bon. Ah, c'est bien. Voilà. Et donc, au sein de ce pilier 2, il y a un cluster sur comme je disais, sur le climat, l'énergie et le transport. Donc, comme vous pouvez le voir, par rapport à Horizon 2020, la mobilité et le transport sont liés avec l'énergie. Donc, ça va être un très gros programme dans ces clusters. Et ça a du sens, en fait, de lier l'énergie et le transport, tellement il y a d'activités qui sont liées. Donc, on les a mises ensemble. Et après, il y a une unité horizontale que je n'ai pas mentionnée, en rose en bas,
qui est plus cross-cutting, je dirais. C'est l'ouverture du programme de travail à tout ce qui est la nouvelle agence, tout ce qui est de recherche au niveau européen. Prochain transparent, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un peu le... il y a différents types d'activités, et ça, je deviens à un niveau en dessous avec des intervention areas. C'est un peu pour faire le lien entre justement Horizon 2020 et Horizon Europe. Donc là, c'est dans le cluster 5, énergie, mobilité et climat. Il y a 9 grandes interventions qui concernent différentes activités. Et il y en a certaines qui concernent plus particulièrement les transports, bien sûr. Donc, il y en a 5 qui concernent plus exactement les transports. Et ce qui est important, c'est qu'il y en a qui sont aussi horizontales et qui touchent différents secteurs. Par exemple, le numéro 5, Communities and Cities, donc qui concerne les activités horizontales, merci, sur les villes, mais pas seulement sur les transports. Je vais revenir un peu là-dessus un peu plus tard. Après, il y a 3 activités directement liées au transport. C'est le numéro 6, la compétitivité industrielle dans les transports, et la 7, c'est sur les low carbon transport, je dirais, et puis la 8, qui est sur les nouveaux systèmes de mobilité et la sécurité. Donc ces deux-là sont direct, ces 3-là, 6, 7, 8, sont directement la suite de l'Horizon 2020, du Challenge 4, qui est Smart, Green and Integrated Transport. Il y a aussi des liens, bien sûr, dans la numéro 9, qui est sur les systèmes de stockage énergétique. Donc, en gros, les activités du cluster 5 supportent de façon générale les accords de Paris, mais aussi les ODD, les objectifs du développement durable des Nations Unies. Il faut savoir que dans Horizon Europe, et en particulier dans le cluster 5, 35% des financements vont être sur le changement climatique. Donc, c'est important à signaler. Et notre présidente, Ursula von der Leyen, avait déjà lancé ça dans son discours inaugural et a mis ça en place avec le nouveau European Green Deal, dont vous avez sûrement entendu parler. Et au niveau budget, donc je vais rester assez général pour l'instant. On avait proposé un budget de 15 milliards pour ce cluster et on va avoir environ 13,5 milliards au total. Tout cela est encore confirmé, donc c'est quand même assez important malgré le départ du Royaume-Uni. Prochain transparent, merci. Donc là, c'est un peu pour vous montrer, on a le cluster 5, bien sûr, sur les climat, énergie, transport, mais qui a aussi des liens avec les autres clusters et des liens assez forts parfois. Donc, ce sont des liens avec des activités transversales dans d'autres clusters. Il y a par exemple dans le cluster 1, des activités sur les aspects santé. Donc, on peut parler surtout en particulier des activités dans le cluster 5 qu'on va lancer sur les activités liées aux émissions polluantes, mais aussi au bruit, donc qui sont très liées à la santé, évidemment. Ensuite, je voudrais mentionner le cluster 2, tous les aspects sociétaux, ce qu'on appelle SSH. Là, il y aura aussi des activités horizontales qui seront liées à ces activités-là. Et je voudrais aussi mentionner le cluster 4, là où il y aura des liens assez forts sur ce qui est intelligence artificielle, et puis robotique, notamment dans les activités liées aux véhicules autonomes, évidemment, mais aussi tout ce qui est en niveau fabrication et nouveaux matériaux. Donc là, il y aura des liens assez forts qui vont être faits. Donc, voilà. On va passer au prochain transparent. Où là, ça vous montre de façon générale, en fait, les interventions, les différents niveaux. Je ne vais pas m'attendre trop longtemps sur celui-là, mais pour vous montrer la structure légale jusqu'au programme de travail. Donc, c'était assez lourd, effectivement. Et il y a une étape intermédiaire, cette fois-ci, qui est un plan stratégique au niveau des programmes et des politiques européennes, qui n'existait pas forcément avant, par rapport à la base légale. On parle des propriétés européennes avec des orientations stratégiques et puis avec des impacts clés sur des KPIs, sur les différentes interventions. Donc ça, c'est que je vous ai présenté précédemment. Et après, la dernière étape sur laquelle que l'on est en train de finaliser, le programme de travail, bien sûr, qui va se faire de tous les 2 ans, avec des destinations, des topics, des sujets de recherche, et puis des expected outcomes, évidemment. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus en détail dans le prochain transparent. Merci. Donc ça, c'est un transparent assez intéressant. J'espère que vous arrivez à comprendre. C'est un peu le contexte du cluster 5 dans son entièreté. Et les liens avec d'autres activités du programme Horizon Europe, mais aussi en dehors d'Horizon Europe.
Je vais y revenir. Donc, il y a tous les sujets qui sont liés à la recherche-innovation, bien sûr, qui sont supportés à la fois par de la recherche coprogrammée et puis des partenariats. Donc, il est listé ici dans le cadre jaune, les différents partenariats. Il y a 3 types de partenariats. Ah, c'était un peu vite. Il y a si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Il y a les partenariats coprogrammés. Ensuite, il y a des cofinancés, donc qui sont dans la boîte jaune. Puis après, à droite, il y a les partenariats institutionnels, où il y a des liens plus forts, notamment dans le rail, l'hydrogène, l'aviation, la gestion de trafic aérien. Mais je vais y revenir. Après, il y a ce qu'on appelle les missions, c'est en haut à droite. Ça, c'est un nouvel instrument, un nouvel outil plutôt, qui est basé essentiellement au départ sur Horizon Europe, mais aussi avec des liens forts pour être financé par d'autres programmes, notamment des programmes de déploiement, par exemple comme les Connecting Europe Facility dans le domaine des transports ou de l'énergie, ou alors les fonds de développement régionaux, mais enfin c'est encore à mettre en place. Et je vais revenir là-dessus dans une autre transparent. Et puis, il y a aussi tous les autres programmes de financement et les autres partenariats, bien sûr. Je vais revenir sur tous ces partenariats dans un moment. Donc, il y aura un lien direct, bien sûr, avec ces partenariats institutionnels. Et ce sera aussi, et tout ce travail a été coordonné, bien sûr, quand on l'a préparé, pas seulement par la DG Recherche Innovation, c'est important de le mentionner, mais avec tous les autres services de la Commission. Ça, c'est une nouvelle approche qu'il y a eu dans Horizon Europe. C'était vraiment de travailler depuis le début, et pas seulement en consultation de service, avec tous les services de la Commission. Donc, pour le cluster 5, on a vraiment travaillé main dans la main avec la DG Mobilité et Transport, bien sûr, avec la DG Énergie, la DG Climat et la DG Recherche et Innovation. Et après, on a lié aussi avec les autres, bien sûr, directions générales. Mais ça montre vraiment que c'est un programme intégré avec toutes les différentes composantes de ce cluster. On va passer maintenant au prochain transparent, où je rentrerai un peu plus dans le détail de la mission. Donc, il y a une mission qui est dans le transport, la principale mission qui est liée au transport, mais pas seulement, est la mission sur les villes carbone neutral and smart city, j'arrive plus à parler français, qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an, en fait. Donc, cette mission, comme je vous l'ai mentionné, et qui est coordonnée par notre unité, l'idée, c'est on a créé un groupe de 15 experts, en fait, dont il y aura un Français à l'intérieur, oui, qui est de Bouygues, si je me souviens bien, mais vous trouvez ça sur le net. L'idée, c'est d'avoir 100 villes qui soient climatement neutres d'ici 2030, donc ça, c'est ambitieux, mais c'est en lien direct avec la nouvelle politique des transports qui a été lancée en décembre dernier, et c'est intégré complètement dans la politique des transports. Il faut savoir que dans cette mission, il y aura une approche holistique, donc ça va toucher tous les aspects intégrés liés au changement climatique, bien sûr, dans les villes, mais pas seulement liés au transport. Donc, c'est assez transversal. Ça concernera les énergies, les bâtiments, la gestion de l'eau, tout ce qui est recyclage, etc. Donc, c'est assez ambitieux dans son approche. C'est pour ça que de nombreux services de la Commission sont impliqués dans cette mission. Récemment, il a été nommé un ambassadeur, si on peut dire, un gestionnaire de cette mission, qui est Matthew Baldwin, qui est le directeur général adjoint de la Direction générale de la mobilité et des transports. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, qui sera un peu l'ambassadeur de cette mission. L'objectif vraiment est de créer des synergies, de créer des actions comme des living labs en fait, dans des villes pour arriver à cet enjeu assez ambitieux. Et bien sûr supporter le Green Deal et les objectifs du développement durable des Nations Unies. On en est pour l'instant, le board de cette mission, ces 15 experts ont remis un rapport, vous voyez la photo en haut à droite, qui a été remis à la commissaire Gabriel en septembre dernier, durant les Research and Innovation Days. L'idée maintenant, c'est de vraiment discuter avec ces experts et les services de la Commission pour une phase de mise en place. Il faut savoir que cette mission sera financée en partie par Horizon Europe, mais pas seulement par Horizon Europe. Et maintenant, la difficulté, c'est de trouver les synergies avec d'autres programmes de financement qui sont plus liés à du déploiement et pouvoir les inscrire et les lier entre eux, ce qui est assez innovant, donc ce qui n'est pas facile, évidemment. Voilà en quelques mots ce que c'est que la mission sur les villes. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans les différents partenariats du cluster 5. Donc, il y a un certain nombre. Donc, ça, vous voyez sur ce transparent les 3 différents types de partenariats que j'ai déjà mentionnés. Les partenariats institutionnels, coprogrammés à droite, et puis au milieu, les
cofinancé. Quand je dis cofinancé, c'est aussi financé par les États membres directement, qui lancent après les appels. C'est un peu une suite des programmes ERANET que l'on avait dans le passé. Donc, à gauche, vous avez les partenariats institutionnels qui sont un peu plus lourds, mais où ils engagent directement les partenaires, notamment le premier, Transforming European Rail System, qui est la suite de Shift to Rail, évidemment, et qui est vraiment, l'idée, c'est de financer tous les systèmes innovants ferroviaires, à la fois longue distance, mais aussi urbain. Donc, c'est un peu l'idée d'élargir un peu le scope de ce partenariat. Donc, au niveau de la Commission, il est géré à la fois par la DG Mobilité Transport et la DG Recherche Innovation. Donc, voilà. Ensuite, il y a celui sur le Air Traffic Management, gestion de trafic aérien. Donc, c'est la suite du programme César, qui est géré par la DG Move. Ensuite, il y a Clean Aviation, qui est la suite du programme Clean Sky, qui est géré notamment par la Recherche et Innovation, et Clean Hydrogen, qui est la suite du partenariat du Joint Undertaking sur l'hydrogène et les piles à combustible, voilà, qui est géré aussi par notre direction, dans une autre unité qui s'occupe d'énergie. Dans tout ce qui est programme cofinancé, il y a le programme notamment DUT, qui concerne en partie les transports, Driving Urban Transition to a Sustainable Future. C'est la suite en grande partie du programme GPN Urban Europe. Je ne sais pas si certains de vous étaient impliqués là-dedans. Donc, c'est cofinancé justement par les États membres. Donc, la Commission met une partie de l'argent et les États membres mettent l'autre partie. Ce sont les États membres qui vont lancer directement des appels. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, ça couvre notamment l'énergie et le transport, ce partenariat. Ensuite, maintenant, je reviens dans le gros des activités, qui sont les partenariats coprogrammés. Dans le domaine des transports, il y en a notamment 3 que je voudrais mentionner. Je vais revenir en détail là-dessus. 2.0, qui concerne tous les programmes sur les véhicules routiers à zéro émission, les batteries. Les batteries, c'est un programme plutôt horizontal, mais la plupart qui concerne tous les modes de transport. Mais je dirais que dans les activités de recherche qu'on va lancer, les 3/4 notamment concernent le transport routier, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir l'Europe de retour dans ce sujet important des batteries. Ensuite, il y a un nouveau partenariat qui n'existait pas dans Horizon 2020 sur tout ce qui est le maritime et la construction navale. Donc ça, c'est important, c'est assez nouveau, ce qui permet aux gens d'avoir un budget qui est marqué depuis le début d'Horizon Europe sur ce domaine. Et finalement, celui sur le SECAM, et qui est nouveau aussi, sur tout ce qui est véhicules autonomes et connectés et coopératifs. C'est un peu la suite des calls ART, Automated Road Transport, mais un peu plus large, parce qu'il y a tout ce qui est connexion et système coopératif, donc nouveau système de mobilité. Voilà, mais je vais y revenir. Prochain transparent, s'il vous plaît. Juste pour vous mentionner aussi que dans notre unité, on coordonne 5 de ces partenariats sur les transports. Il y a 2.0, SECAM, celui sur les batteries et aussi DUT. Et puis la mission sur les villes. Donc, c'est assez important. Alors, le programme DUT, comme je l'ai mentionné, c'est un partenariat public-public, donc entre la Commission et les États membres. Donc, participe qui veut, bien sûr, ça dépend un peu du budget que la France voudra mettre. Et des régions peuvent participer, ou des régions comme la Bretagne pourraient aussi participer. Donc, je ne sais pas si vous avez participé dans le passé dans ce programme DUT. C'est assez intéressant parce qu'on arrive à financer vraiment plus au niveau un maillage un peu plus fin que je dirais que les programmes de recherche européens, notamment pour les PME. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, donc c'est un de mes collègues qui coordonne ça. Je peux vous donner plus de détails si vous voulez après cette présentation. Le prochain transparent, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un peu les 4 grands programmes, comme j'ai déjà présenté, qui concernent les transports routiers, les partenariats publics-privés, donc 2.0, SECAM, les batteries et l'hydrogène propre. Prochain transparent, je vais revenir un peu plus en détail. Voilà, donc 2.0, qui est justement pour avoir des zéro emission road transport. Donc là, l'idée, c'est un peu différent. C'est la suite de Green Vehicle, l'activité Green Vehicle Initiative. Donc le focus, notamment dû au budget qui est un peu plus limité qu'on prévoyait, va être sur les émissions zéro des véhicules routiers, ce qu'on appelle Zero Tailpipe Emission. Donc, au niveau de l'échappement, c'est zéro émission. Donc, ça faut focaliser essentiellement sur les battery electric vehicles et les fuel cell electric vehicles.
Donc, voilà, il y a un aspect assez large. Donc, ce n'est pas seulement les véhicules électriques, il y a aussi avec les piles à combustible, ce qui est assez intéressant, avec un niveau de TRL, je dirais, jusqu'à 6-7. Et la partie déploiement, j'en reviendrai un peu plus, sera faite dans un autre partenariat. Donc, ça concerne tout ce qui est véhicules, l'infrastructure et le rechargement. Il y a 4 grands groupes de travail dans ce partenariat, notamment toutes les technologies de véhicules, les solutions de propulsion. Il y a l'intégration des véhicules électriques dans le système énergétique et les infrastructures de recharge. Et ce qui est assez intéressant, il y a aussi une troisième activité sur tout ce qui est système innovant de transport routier et leur intégration, que ce soit pour les personnes ou les marchandises. Et après, il y a un autre groupe sur tout ce qui est énergie circulaire, LCA. Voilà. Dans le programme SECAM, c'est un peu la suite de ce qu'on avait dans les programmes ART. Donc, ça va toucher à la fois la recherche sur les systèmes d'interface homme-machine, mais aussi, on va focaliser beaucoup sur des activités de démonstration. C'est le dernier point. Et puis, pour vraiment l'implémentation, la mise en place, de ces systèmes en pré-déploiement avec des grands tests à grande échelle. Ça a déjà commencé avec des projets comme L3 Pilot, etc. pour les voitures, le programme SHOW dont vous avez parlé un peu plus après, qui est sur tes petits véhicules, des navettes urbaines, je dirais, des véhicules autonomes en niveau urbain ou périurbain. Voilà, donc l'activité, c'est vraiment d'aller jusqu'à des démonstrations, que ce soit pour les activités de fret et de passagers. Il y a aussi des activités assez importantes de coopération internationale, évidemment, sur ces domaines-là. Le prochain, transparence, s'il vous plaît. Donc là, c'est aussi 2 activités qui ne sont pas directement sur les transports, mais très liés au transport routier, mais aussi aux autres modes de transport, notamment dans les batteries. Donc là, dans les batteries, c'est vraiment de rendre l'Europe indépendante et compétitive sur ce domaine-là, pour ne pas dépendre d'autres pays comme la Chine notamment, sur ces activités-là. Donc ça va aller de la recherche de base sur les batteries, sur les matériaux, sur les différents éléments, sur la chimie vraiment des batteries, mais aussi jusqu'au déploiement. Et je vais vous montrer ça dans un transparent après. Et après, tout ce qui est l'hydrogène. Donc là, c'est vraiment plus, je dirais, sur le système de stockage, d'infrastructure, déploiement, des piles à combustible, etc. Et sur le déploiement dans les différents secteurs et dans les transports. C'est le dernier point de ce transparent. Prochain transparent, s'il vous plaît. Donc, ce transparent est assez intéressant justement pour voir le lien entre les différents partenariats liés au transport et transport routier en particulier. Donc, ToZero, c'est tout ce qui est lié aux véhicules électriques, que ce soit les voitures, les camions, les motos, les 2 roues, mais aussi les cars, etc. Donc, il y a le partenaire Clean Hydrogen et puis Batterie à gauche qui travaille vraiment sur le design et sur les matériaux de ces différentes sources d'énergie, batterie et hydrogène. Et après, on voit un peu plus loin leur intégration au ToZero. Donc, le ToZero, c'est vraiment l'intégration des batteries et de l'hydrogène comme source d'énergie pour les véhicules routiers, en intégrant les packs de batterie, etc., notamment, et puis les piles à combustible. Ensuite, on voit sur la droite le lien qui ne sera pas financé par ToZero, qui est sur la démonstration et sur l'utilisation des véhicules, des batteries électriques ou à piles à combustible, avec des démonstrations larges pour l'hydrogène notamment. On va focaliser pas mal sur les camions et les bus, et pas forcément sur les voitures. On n'a pas envie de financer notamment des Coréens, comme ça a été fait par le passé dans ce domaine-là. Et puis sur les batteries aussi jusqu'à la fin du recyclage. Donc, vous voyez un peu l'approche globale qui est faite de ces différents partenariats, avec il y aura un budget assez conséquent sur ces 3 partenariats. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Donc, au prochain transparent, s'il vous plaît, où là, je vais un peu plus m'étendre. Donc, c'est assez important. C'est un aperçu du programme de travail avec les 6 destinations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui soit sur la science du climat, sur la destination 2, sur les solutions plus transversales, qui comprend les batteries et les villes notamment. La destination 3 sur les systèmes d'énergie renouvelable. Après, la destination 4 sur plus le côté demande de l'énergie, avec les bâtiments et l'industrie. La destination 5 avec les transports bas carbone, pour faire court, et je vais y revenir. Et la destination 6 qui est plus avec les nouveaux systèmes de mobilité et la sécurité dans les transports. Et ça se passera surtout sur les transports routiers, aériens et maritimes, sachant que le rail sera compris dans l'activité, le partenariat sur le rail. Voilà. Donc, nous sommes en train, en ce moment, de travailler sur les programmes de travail 2021-2022, comme je vous le disais au départ,
on va faire les programmes de travail de 2 ans en 2 ans. Donc, c'est en cours de finalisation et en discussion avec les 27 États membres. On a plusieurs boucles, au moins 3 boucles avec les États membres, mais aussi au niveau des partenariats avec les différents industriels et centres de recherche qui sont intervenus. Il faut savoir que dans chaque partenariat, un agenda de recherche stratégique a été créé et publié, donc c'est officiel, vous pouvez le lire un peu partout, et qui va permettre de voir un peu les différentes activités qui seront financées dans Horizon Europe, mais aussi d'autres activités qui peuvent être financées pas forcément par Horizon Europe, mais directement par les partenariats au niveau national ou régional. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche globale pour voir vraiment où l'on va. Il faut savoir que dans le passé, il y avait environ 50% du budget qui était sur le partenariat et 50% sur la recherche collaborative directe. Donc, ça sera peut-être un petit peu changé dans le futur, mais en gros, on va essayer de maintenir cet équilibre parce qu'on a su le financement vraiment final d'Horizon Europe assez tardivement. On a dû travailler en parallèle sur les sujets sans connaître le budget global, ce qui était un peu une gageure. Voilà, les premiers appels d'offres devraient être lancés normalement au mois d'avril. Je vais revenir sur le timing dans un petit moment. Et dans ces 6 grandes destinations, on peut voir que les transports sont surtout dans les destinations 5 et 6 et dans les activités horizontales dans la destination 2, notamment, comme je l'ai mentionné, sur les batteries, sur les villes. Sur les villes, il y aura le programme DUT qui va être financé et aussi le programme Civitas, dont vous avez certainement entendu parler. Et puis, dans les activités 5 et 6, alors là, c'est important de mentionner que dans les sessions 5, par exemple, le Zero Emission Road Transport, donc c'est directement lié au programme 2.0. Aviation, c'est directement lié à Clean Sky. Waterborne Transport, c'est directement lié au partenariat sur le transport maritime, construction navale. Et les activités de recherche sur la santé et l'environnement seront des activités de recherche collaboratives, donc séparées des partenariats. Dans la destination 6, tout à fait à droite, sur le niveau système de mobilité et la sécurité dans les transports, en haut, vous avez tout ce qui est lié au transport autonome, tout ce qui est SECAM, dont c'est lié à un partenariat. Ensuite, tout ce qui est activité de recherche multimodale et de système de transport pour les passagers et les marchandises. Et tout ce qui est en dessous, ce qui est sécurité dans les transports, ça sera par de la recherche collaborative. Pour vous dire aussi que les budgets les plus importants dans ce cluster 5, donc je vous ai dit qu'il y aurait environ 13,5 milliards d'euros pour ce cluster, ce qui est assez important pour tout Horizon Europe. Le budget principal sera bien sûr pour l'énergie dans la destination 3, voilà, tout ce qui est cette énergie renouvelable, et pour le transport dans la destination 5, tout ce qui est transport bas carbone, avec tous les partenariats qui sont mentionnés en dessous, sachant que les autres aussi auront quand même un budget assez conséquent. Donc, vous voyez un peu quelle est la structure du programme de travail pour le cluster 5, qui intègre vraiment les transports et l'énergie avec des activités transversales et communes, mais aussi avec des activités spécifiques dans les transports dans les destinations 5 et 6. Maintenant, je vais revenir un peu maintenant dans le dernier transparent au timing. Donc, on a finalisé les premiers programmes de travail à la fin de l'année dernière. On a continué à travailler au mois de janvier, février dessus. Ils vont, avec les États membres, parce qu'on a eu plusieurs boucles, comme je vous l'ai mentionné. On va lancer une consultation interservice, ça c'est un peu notre jargon, à l'intérieur de la commission jusqu'à mars. Elle devrait être lancée très prochainement, la semaine prochaine, normalement. Après, le programme doit être évidemment adopté par l'État membre et on pourra lancer les calls. Donc, l'idée, c'est de lancer vraiment les appels en avril 2021. Et lié à ça, on devra avoir des événements des Information Days, en fait, des journées d'information pour lancer ces différents appels et pour le présenter. Donc, vous avez de la chance que je vous présente un peu déjà en avance ces différentes activités, mais je ne pourrais pas vraiment rentrer plus dans le détail maintenant, parce que tout est encore en discussion. Il faut savoir sur les partenariats, je vous ai mentionné les SRIA, les agendas de recherche stratégique, il y a aussi des accords qui doivent être faits entre la Commission et les industriels qui vont mettre de l'argent dans ces partenariats. Et on est en train de finaliser les Memorandum of Understanding, les accords de coopération en fait, avec les partenariats, et ce qui n'est pas très simple. Voilà. Et donc, pour ne pas vous en dire plus. Et donc, c'est pour ça que les dates sont encore pour information. Et l'idée, si tout va bien, c'est d'avoir ces journées d'information au mois d'avril, c'est de lancer les premiers appels au mois d'avril avec une clôture. Ça dépend des appels, bien sûr, en août 2021.
Et ce qui pourrait donner, je suis un peu étonné par la date qui a été mise, mais avec les démarrages des projets, je pense que ça sera entre janvier et avril 2022. Donc, vous voyez un peu le timing pour l'appel. Donc, ça, c'est l'appel 2021, sachant que l'appel 2022 sera juste un an après. Mais il va être publié dans le programme de travail les 2 premiers appels, tous les sujets des 2 premiers appels pour permettre aux chercheurs vraiment de préparer les appels en temps et en heure. Voilà. Une date importante aussi, c'est qu'en juin, le 23 et le 24 juin de cette année, va avoir lieu la 3e édition des Journées de la recherche et innovation. La première édition avait lieu en septembre 2019 à Bruxelles. La deuxième avait lieu en virtuel à Bruxelles en septembre 2020. Et la 3e édition sera aussi, bien sûr, et malheureusement en virtuel, en juin 2021. On a essayé de le mettre le plus proche possible des lancements d'Horizon Europe pour pouvoir permettre aux chercheurs aussi de contacter entre eux, de faire un lien avec les activités d'Horizon 2020, faire un tremplin entre Horizon 2020 et Horizon Europe et essayer de mettre tout ça ensemble. Donc, ça sera une date assez importante pour vous. Et je crois qu'avec cela, oui, j'ai encore un transparent à vous présenter. Intéressant, ce sont les différentes activités d'information et d'événements conférences que l'on organise au niveau européen, en plus des journées d'information qui auront lieu en avril, comme je vous l'ai mentionné. Donc, il y a un symposium assez intéressant sur tout ce qui est véhicules autonomes et connectés. Ça doit être la 4e édition, si je me souviens bien, de ce symposium que l'on organise le 20 et le 22 avril. Je pourrais vous envoyer après cet événement le lien pour vous enregistrer. On fait ça avec le support d'une activité de coordination qui s'appelle Arcade. Mais c'est une conférence organisée avec les différents services de la Commission. On présentera bien sûr le partenariat. Il y aura une discussion aussi assez intéressante sur les différentes activités de recherche présentes et puis le lien avec la politique, bien sûr, des transports. Ensuite, il y a les Research Innovation Desk, comme je vous l'ai mentionné. Une autre activité intéressante aussi, c'est ça, je pousse vraiment à y participer, liée avec la plateforme technologique AirTrack là, sur le transport routier. Il y a une conférence qui est organisée chaque année, là, ça va être en novembre ou décembre 2021, sur la présentation des résultats des projets de recherche qui sont liés notamment à Green Vehicle, mais de façon plus globale sur les transports routiers. C'est une conférence assez intéressante où on présente vraiment les projets, les résultats des projets, et on permet de faire le lien entre les projets. Donc, je vous conseille vivement de suivre ça si vous êtes intéressé par ces activités. Ensuite, il y a une grande conférence sur les transports là, qui concerne vraiment tous les activités de transport, pas seulement les transports routiers, mais aussi les transports. Au départ, c'était une conférence routière, mais maintenant, c'est devenu une conférence sur tous les modes de transport, transport ferroviaire, maritime, mais aussi transport aérien et toutes leurs interfaces. Donc, c'est une conférence que l'on organise tous les 2 ans entre la Commission et puis le pays hôte. Cette fois-ci, c'est le Portugal qui l'organise. Et la date, normalement, de ces conférences était en mai ou juin. Cette année, et on a décidé avec les organisateurs qu'on va essayer de la postposer peut-être en octobre pour essayer d'avoir un événement présentiel au maximum. Là, on est à la recherche avec les différentes plateformes technologiques des différents secteurs de transport d'experts pour participer à l'organisation de cette conférence. Alors, vous pouvez vous poser candidat, bien sûr, si vous voulez soutenir cette conférence. Il va y avoir des appels à papier aussi. C'est une conférence qui n'est pas seulement européenne. C'est une conférence, je veux dire, si c'est une conférence européenne, mais il y a aussi une conférence qui est aussi scientifique. Donc, il y a des appels à papier, donc c'était important. Il y a vraiment 3 composantes scientifiques, industrielles et puis politiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire intervenir les différents composantes de la recherche dans les transports. Voilà, en cours, je crois qu'après, il n'y a plus de transparent. Voilà, ces différents liens. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Non, merci Patrick. Non, c'est jamais trop long. Ça fait un panorama intéressant. Ça montre la complexité. Donc, on rappelle évidemment à tout le monde qu'il y aura des questions aujourd'hui, mais s'il y a des questions après, on est aussi tous là pour apporter tous les éclaircissements qu'on pourra. Parce que c'est toujours, d'un premier abord, ça peut sembler déroutant, mais par rapport aux questions qu'on a déjà vues, il y avait déjà toutes les réponses. Donc, on peut refaire un redécryptage après pour ceux qui en auraient besoin. Tu peux rester avec nous, Patrick, jusqu'à 12h30 ?
Oui, jusqu'à midi. Oui, midi et quart, enfin midi et demi, je vais essayer. Pas de souci. Ouais. Non, c'est pour savoir quand est-ce qu'on posait les questions, si on les posait maintenant, si tu dois partir ou si Donc, on... idéalement, il faudrait que je parte à midi et quart, pour être honnête. Voilà. Il faut que tu partes à midi et quart. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? On fait maintenant ou on fait vraiment, on maintient après en essayant de finir à midi et quart? Bon, il y a 3 questions qui sont posées. On peut On peut prendre des premières questions déjà, peut-être? Voilà. Voilà, on va prendre les premières questions. Alors, on a donc une question du CEREMA qui demande où se place la partie acceptabilité des technologies et des concepts. Acceptabilité des technologies et des concepts. En fait, c'est une question intéressante. Ça sera, je dirais, à la fois dans les parties SSH que j'ai mentionnées, dans les activités horizontales, il va y avoir aussi des activités socio-économiques ça va être dans chaque partenariat, en fait. Il y a une partie, je ne l'ai pas mentionné parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va être intégré. Donc, ça va être compris directement dans les différents partenariats. Il y a une activité, je dirais, soft, avec tout le respect que j'ai pour ce domaine, où on intégrera vraiment l'activité de ces technologies et surtout les nouvelles innovations. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais c'est un domaine qui est pris en compte, ça c'est clair. D'accord. Deuxième question sur le fluvial, en fait. Oui, ah oui. Aéronautique, terrestre, maritime, et H2020 est passé à côté de la recherche sur le fluvial avec des TRL bas, celle qui se fait dans les laboratoires. Est-ce qu'Horizon Europe ne s'intéressera qu'aux bateaux à hydrogène ou bien est-ce qu'il y aura des choses sur la navigation de manière un peu plus large sur le Clean Inland Navigation and Waterborne Transport? Oui, je lis au détail, c'est très détaillé. Oui. 0, stratégie. C'est surtout, est-ce qu'il y a quelque chose sur le fluvial, en fait? Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que c'était un peu, j'avoue que c'était sûrement un parent pauvre dans le passé. Oui. Donc, oui, parce qu'en fait, on a un lien quand même assez fort avec le programme de recherche-innovation et puis les programmes CEF, où là, il y a beaucoup de financements qui ont été faits. L'idée, c'est vraiment de l'intégrer vraiment dans ce nouveau partenariat sur le maritime. J'ai mentionné construction navale, mais j'espère que je n'ai pas été trop restrictif. C'est vraiment sur tout ce qui est marine et puis voie navigable. Donc, c'est normalement complètement intégré dedans. Je ne sais pas s'il y a des gens, si vous avez participé, M. Rousseau, à la construction de ce partenariat, mais ça serait important, je pense, de vous mettre en lien direct avec ce partenariat et puis les différents intervenants. Enfin, on est assez ouvert et justement, ils recherchent dans ces partenariats à avoir de nouveaux membres, comme surtout que c'est un nouveau partenariat. Donc, vous pouvez m'envoyer un email ou via Isabelle, peut-être, je pourrais vous donner les points de contact directs des personnes pour être sûr que toutes ces activités soient bien incluses et pour faire partie prenante des activités de recherche. Germain Rousseau n'était pas membre, donc effectivement, mettons-nous en contact et vous permettre de progresser dans l'accès vers l'information. Laura, pourriez-vous expliquer un peu plus le programme RAI? Peut-être qu'on n'a pas vraiment le temps. Le programme pour le RAI, est-ce qu'à ce moment-là, on envoie plus d'infos par mail? Non, ça serait mieux. Ça sera plus simple, oui. Oui, plus facile. Oui, puis je vous mettrai en contact direct avec mon collègue qui s'occupe du partenariat, qui est John Cloran et Bill Bird. Ah, Bill, d'accord. Voilà, que tu connais sûrement Isabelle. Et Eric, pour dernière question ou avant-dernière, le 5G PPP a proposé des projets sur CCAM. Dans Horizon Europe, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils seront ces projets-là? Est-ce que le Smart Network and Services PPP du Cluster 4 va remplacer ou où est-ce qu'on en est là sur tout ce qui est 5G? Oui, c'est un sujet très important, effectivement. Je vais vous répondre, ce n'est pas une réponse de Normand, mais je vais vous dire qu'ils sont inclus dans les deux, en fait. Mais en tout cas, pour les transports, c'est complètement intégré dans le partenariat CECAM. D'accord. OK. Donc, on continue à suivre le CECAM. Donc, Germain Rousseau, on se met en contact. Où se placerait idéalement un projet sur le transport urbain? Ça dépend quel genre de projet. En fait, les transports urbains, idéalement, seraient placés dans les activités horizontales, dans des sections 2, sur les cities. Mais pour être honnête, pour l'instant, donc il n'y a que le programme Civitas, c'est Action de coordination qui va être financé. En fait, c'est dû au fait que
la mission sur les villes n'est pas encore financée. Et donc, on a réservé du budget pour cette mission qui va être transversale à tous les clusters pour Horizon Europe. Donc, pour l'instant, c'est là que ça devrait être placé. Mais il y a aussi beaucoup d'activités, notamment, par exemple, dans le domaine de la logistique, qui sont dans la destination 6, tout ce qui est nouveau système de mobilité et sécurité des transports, dans tout ce qui est multimodal and sustainable transport system. Là, il y a des activités urbaines, notamment dans la logistique urbaine. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a beaucoup d'activités sur la logistique, transport de marchandises, qui vont être compris là. Et puis, il y aura bien sûr des activités, je dirais, plus technologiques urbaines au niveau des différents partenariats. Par exemple, dans ToZero, on va financer des activités dans les villes et sur les bus électriques, par exemple. Voilà, pour répondre aux activités plus électriques. Dans le programme CECAM, on va continuer la suite du programme SHOW, que vous avez mentionné dans un moment, pour tout ce qui est véhicules urbains. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, ça se trouve dans beaucoup d'endroits, pour être honnête. Voilà. D'accord. Je vous ai mis mon mail dans le chat pour tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Comme ça, on ne va pas inonder Patrick. Enfin, on peut inonder Patrick aussi, mais oui, bon. pas de souci. Je suis là pour ça. On les groupera et puis on peut faire un petit webinaire d'1 quart d'heure si on a besoin, s'il y a des choses. Enfin, voilà, on verra comment on progresse là-dessus. Bon, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ton intervention. Ce n'est que le début. Exactement, oui, il y aura beaucoup plus d'informations dans les semaines et mois à venir, évidemment. Voilà. Donc, et peut-être quelque chose que je voulais mentionner, excuse-moi Isabelle, est important aussi. Dans chaque pays aussi, il y aura en fait ce qu'on appelle, mais toujours comme dans Horizon 2020, un point de contact national ou plusieurs points de contact nationaux qui sont aussi des courroies de transmission entre la Commission justement et les différents États membres ou les régions. Donc, je crois que c'était comment ça s'appelle maintenant, l'Université Gustave Eiffel, en fait, oui, qui était point de contact national, mais je pense qu'il y en avait d'autres. Il y avait aussi les gens des ministères, genre, comme Pierre Paco ou d'autres, qui sont aussi là, qui seront toujours là pour orienter tout ce qui est activité de transport au niveau des États membres, voilà, qui sont aussi des bonnes courroies de transmission et d'explication pour vous. Voilà. Tout à fait. Et je rappelle, entre parenthèses, qu'il y a des appels pour avoir de nouvelles personnes dans les PCN. Ah, okay. Donc, petit appel local, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui souhaiteraient participer au groupe de travail animé par le PCN Transport, n'hésitez pas non plus, c'est très intéressant. On a beaucoup d'infos très en amont. OK. Voilà. Bon, mais écoute, merci. On va passer à la suite. Qui est, alors je vais peut-être remettre ma vidéo si ça veut bien, sinon vous n'aurez pas tu es toujours, c'est toujours toi qu'on voit. Est-ce que vous voyez mon écran? Tu veux que j'enlève ma vidéo? Ouais, enlève peut-être ta vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran, ma présentation? On voit ton écran, Isabelle. Bon, youpi, allez. Donc, on va rentrer dans le sujet effectivement de comment on monte des projets européens. On a pris le parti d'essayer de faire un peu écho à ce qui a été dit précédemment et de faire très rapidement un balayage suivant la stratégie qu'on a, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou qu'est-ce qu'il vaut mieux pas faire. Et donc, Florent Poiret nous donnera un petit insight de quelqu'un qui découvre un peu les projets européens pour avoir à la fois ce que sera le projet chaud et à la fois ses impressions. En plus, on est dans la tourmente avec le Covid, donc c'est pas forcément simple. ID4CAR, en 3 mots, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Pôle de compétitivité né en Bretagne avec bureau au Pays de la Loire, bureau en Nouvelle-Aquitaine depuis 2 ans. Des adhérents, entreprises, centres de recherche, coopération avec les collectivités sur ce que disait Patrick, expérimentation et sites de test. Marché automobile, mobilité, sauf les bateaux, les gros avions et les gros trains, y compris machinisme agricole, et y compris tout ce qui est aussi cybersécurité, etc. On a 10 projets européens, on travaille à l'international. Donc voilà. Et 80% de notre activité, c'est de soutenir les entreprises, les laboratoires de recherche pour décrocher des projets collaboratifs qui les mettront en tête de la course au niveau régional, national et européen.
soutien financier des 3 régions, qu'on remercie au passage. Nos marchés, je vous l'ai dit, hein, automotive, véhicules spécifiques, services de mobilité et machinerie agricole. Ne pas négliger le machinisme agricole. Il y a des transferts des 2 autres secteurs extrêmement intéressants et importants à faire. Alors, sur les projets européens. Sur les projets européens, on est, comme vous le voyez précédemment, on représente à la fois des entreprises, des laboratoires de recherche et des villes. Et on a constaté, chemin faisant, que les postures étaient complètement différentes pour aborder un projet européen, suivant si je suis un centre de R&D. Mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de la recherche fondamentale, les fameux TRL, 3, 4 dans les projets européens? Est-ce que je veux faire des expérimentations, donc m'intégrer dans des consortiums qui allient des laboratoires de recherche, des entreprises, éventuellement des collectivités, pour aller vers du Living Lab, tester des hypothèses de recherche en réel, remonter de la data pour retravailler dans mon labo après? Ce n'est pas la même chose. Et est-ce que je suis un labo qui démarre ou qui souhaite vraiment se lancer? Donc, est-ce que je suis à la recherche de coopération pour élargir mon scope et nouer des partenariats ultérieurs de recherche, de coopération avec d'autres laboratoires européens? On ne fera pas pareil. Si je suis une entreprise, un grand groupe, une PME ou une start-up, stratégie complètement différente à avoir. Parce que, évidemment, si une start-up, par exemple une PME, veut se lancer en leader d'un projet européen, c'est peut-être un petit peu compliqué par rapport à son personnel. Un grand groupe, parfois, peut être plus intéressé à accompagner et cofinancer un projet qu'à être vraiment partenaire. Donc là aussi, c'est quelque chose à vraiment bien étudier. Pour les collectivités, même chose. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut monter en compétences, on veut se dire, tiens, je voudrais être dans un projet Civitas, pour ne pas les nommer, en tant que ville leader, parce que j'ai beaucoup de choses dans mon panier, mais j'ai besoin quand même d'être aidé pour toutes ces choses-là, en faire un vrai système de mobilité durable, bien tout lier, tout mettre en perspective. Est-ce que je commence sur l'Europe? Je suis une collectivité peut-être moins grande, je voudrais me mettre en réseau. Je voudrais apprendre des autres et bénéficier de résultats de la recherche sans avoir un énorme investissement. Ou alors, est-ce que je suis une collectivité qui est main dans la main avec les entreprises, qui finance des projets d'innovation et qui veut avoir un accélérateur puissant pour choisir 2-3 projets d'innovation et vraiment y aller la main dans la main avec des expérimentations extrêmement poussées sur des innovations de rupture? Les autres organisations, nous, IDFORCA, les pôles de compétitivité, les agences de développement, qu'est-ce qu'on veut faire dans un projet européen? On veut monter un réseau pour aller trouver des partenaires pour nos entreprises pour monter elles-mêmes des projets. Ça, c'est l'aide aux adhérents. Ou est-ce que vraiment on veut se constituer en réseau pour bénéficier là aussi de résultats de la recherche et d'innovation et les mettre à disposition de nos adhérents? Donc ça, c'est première chose à se demander, c'est ça. Donc, première chose, stratégie. Quelles questions il faut se poser? Quel est le besoin auquel je réponds pour mon organisation? Donc, est-ce que je veux faire de la R&D pure? Est-ce que je veux consolider une position sur un marché? Est-ce que je veux expérimenter? Est-ce que je veux intégrer un écosystème, préparer des alliances industrielles ou des alliances entre laboratoires et centres de recherche? En sachant que ça, les anciens le savent bien, mais il y a peut-être des nouveaux arrivants. Je vais chercher du financement, c'est une mauvaise raison. Parce qu'après, si on n'a pas pensé stratégiquement, on se retrouve avec un projet qu'on a du mal à suivre, dans lequel on a du mal à s'intégrer, et qui finalement ne va peut-être pas du tout correspondre à ce qu'on veut faire. Donc ce volet-là est fondamental. Avant de lire les calls et de se précipiter dessus, il faut faire tout ce boulot. Alors ça, je l'ai appelé à chaque projet suffit sa peine, parce qu'un projet européen, c'est toujours c'est volumineux. Hein, il faut, voilà, il y a un volet gestion de projet, project management qui est extrêmement important, où il faut faire en même temps tout ça.
les deadlines, en permanence ramener le projet et s'assurer qu'il est toujours en adéquation avec les objectifs qu'on avait, gérer les risques, Florent va vous en parler, contrôler que tout le monde fait bien son boulot, respecter les deadlines, le budget, le planning, et après, pouf, il y a encore des problèmes. Donc, ça peut être compliqué. Donc, du coup, par rapport à la stratégie dont on a parlé, il y a 4 types de projets. Je peux dire, moi, avec ma stratégie, je voudrais être dans un grand projet structurant. Je sais que sur les véhicules autonomes, il va y avoir un seul projet européen qui sera sélectionné. C'est le projet chaud dont on va vous parler. Moi, par rapport à ma position sur le marché, à ma position industrielle, à ce que je veux faire en tant que laboratoire de recherche, où je veux vraiment déployer une excellence là-dessus, il n'y a pas à tortiller, il faut que j'y sois. Donc, on reparlera comment on fait après. Le petit projet coup de poing. Ça peut être un labo, une PME, n'importe qui dit voilà, moi j'ai un truc là, qui est une innovation de rupture, qui est une idée. Il faut que vraiment je développe ça un peu rapidement pour prendre de l'avance ou me positionner. Donc là, il faudra un peu lire les appels à projets en me disant alors voyons, les projets 2 millions, 4-5 partenaires, 12 mois, 18 mois, 24 mois. C'est peut-être là-dessus qu'il faut que j'aille et pas forcément dans le grand projet structurant qui va avancer ce qu'on appelle un majestueux train de sénateurs parfois. Cela, c'est plus coup de poing. Il faut que dans 2 ans ou dans 1 an et demi, je sois arrivé là, boum, je vais regarder les budgets. Le projet accélérateur, là, il y a des dispositifs spécifiques. Je suis en train, j'ai eu des financements régionaux, j'ai eu des financements nationaux, j'ai eu un PSPC, j'ai eu des projets de l'ADEME. Je ne suis pas bien loin de mon marché. Et là, il faudrait que je trouve quelque chose qui à la fois me fasse passer les derniers seuils de la R&D, mais qu'en même temps, je me positionne en Europe pour pouvoir aller faire éventuellement des démonstrateurs sur des marchés pour arriver que cette subvention-là me serve aussi à aller préparer les ventes sur les marchés. Ça, c'est les projets accélérateurs. Ça peut être dans un grand projet ou dans un projet moyen, et il est toujours judicieux dans ces cas-là de se mettre peut-être dans des projets dans lesquels il y a des villes, si on est dans le secteur de la mobilité où il y a des clients, ou alors il y a des utilisateurs finaux qui peuvent être dedans. Le projet observateur ou écosystème, c'est là une position un peu plus décontractée où on se dit je veux savoir ce qui se passe là-dedans. Parce que je suis un labo, je voudrais, ça serait peut-être intéressant que j'ai un financement pour avoir des thésards, pour aller explorer. Je voudrais travailler justement peut-être sur de l'acceptabilité de technologies, mais de manière un petit peu décalée pour pas trop m'impliquer dans le projet. Donc là, on peut être sous-traitant, on peut être tierce partie dans un projet européen. Mais c'est extrêmement intéressant et ça sert aussi à démarrer, d'avoir cette position-là, de se dire cet appel m'intéresse, je vais me proposer pour avoir un rôle spécifique sans me noyer en étant leader, partenaire, etc. Pour démarrer sur ce thème-là ou avec cet environnement dans lequel je veux pénétrer. Alors, le premier et non le moindre, là, celui-là, c'est le projet chaud dont Patrick vous a parlé, qui est sur le déploiement de navettes autonomes, option transport public. Il y a quelques véhicules, mais on est vraiment sur l'option transport public. Et lui, il est arrivé avec cette logique dont je vous parlais. On a discuté longtemps avant que l'appel ne soit publié avec Rennes Métropole, avec Mines Télécom, avec d'autres labos, et avec le CHU un beau jour qui nous a dit mais nous on fait des travaux au CHU et on s'interroge sur la possibilité d'utiliser des navettes autonomes. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc on s'est dit si on répondait à cet appel à projet européen. Je vais peut-être laisser Florent vous présenter verbalement, donc on n'a pas d'autres slides à partager, mais Florent, de prendre la parole et de dire en 1 ou 2 minutes qu'est-ce que ce projet va apporter au CHU et pourquoi on l'a fait. Et après, je vous expliquerai comment. Oui, alors si vous voulez, j'ai un visuel que je peux présenter. Alors, si tu veux, tu prends le contrôle sur l'écran. Ok. Si tu le fais, tu vas automatiquement arrêter le mien. Ok.
Alors, vous allez me dire ce que vous voyez. Ben, on voit le trajet, on voit tout ce qui. Voilà. Hop. Donc rapidement, effectivement, le CHU de Rennes donc, est engagé dans un projet ambitieux de reconstruction donc, sur son site existant de Pontchaillou, donc en intrarocade à Rennes, que vous avez sous les yeux, donc, qui est effectivement au cœur de la ville et au cœur d'un écosystème, un campus universitaire près de Villejean. Si je peux passer la suivante. Voilà. Et donc, on est parti pour 10 ans de travaux sur le site de Pontchaillou, puisque l'objectif, c'est de regrouper sur un même site toutes nos activités de médecine, chirurgie et obstétrique, dont une partie est aujourd'hui à l'hôpital Sud. Donc, dans ce cadre, on a effectivement un enjeu fort de mobilité, puisque, comme vous le voyez, la situation actuelle, c'est un bâtimentaire très éclaté, dans lequel, effectivement, la circulation pose des questions. Et donc, dans le cadre de la refonte de notre schéma directeur des mobilités, on a trouvé un vrai intérêt à rentrer dans l'expérimentation Chaud H2020. Alors, c'est un challenge évidemment à plusieurs titres, puisque ce sera une expérimentation en site occupé avec des travaux. Et puis pour des utilisateurs bien particuliers que sont une patientèle hospitalière. Et l'intérêt qu'on y trouve, c'est effectivement de pouvoir expérimenter des cas d'usage propres à l'hôpital et de pouvoir intégrer la réflexion, en tout cas les navettes autonomes, à notre réflexion plus globale sur ce que sera l'hôpital de demain. Donc là, vous avez une vue projetée du site de Pontchaillou à l'horizon fin de la décennie, avec un bâtimentaire rationalisé et surtout un gros travail de refonte de la circulation à l'intérieur du site. Et donc, comme le disait Isabelle à l'instant, le projet a formellement démarré en janvier 2020. Et un challenge supplémentaire, c'est évidemment la situation sanitaire qui a beaucoup pesé à la fois sur notre activité et qui a mobilisé les équipes fortement depuis un an et qui donc a des incidences évidemment sur en tout cas la façon de conduire ce projet et toutes les réflexions liées aux mobilités dans le cadre d'une situation sanitaire bien particulière. Voilà. Je te laisse la main, Isabelle. S'il y a des questions, évidemment, je peux tout à fait y répondre. Merci. Hop, donc, j'en reviens là-dessus. Donc, du coup, c'est un projet qui connaît déjà un écho majeur, comme on disait avant de commencer. On a beaucoup de CHU en France et en Europe et USA et Canada récemment qui nous ont dit wow, ça nous intéresse énormément, il y a un vrai business model, donc tenez-nous vraiment au courant des expérimentations. Effectivement, là où il faut avoir les nerfs solides, c'est qu'effectivement, ce qu'on avait prévu, où on devait avoir des financements nationaux, mais qui ont été réorientés vers les plans de relance. Les opérateurs avec qui on travaille, du coup, de diviser par 2 le nombre de personnes dans les bus, je ne vous fais pas un dessin sur ça complexifie les fonds qu'ils mettent dans l'innovation, le lockdown du CHU. C'est pour ça que je disais, attention, le projet européen, ça peut rapidement devenir très, très, très lourd. Donc, il ne faut jamais sous-estimer ça. On ne fait pas que de la techno, on fait aussi du management et parfois des complications. Comment on est arrivé là-dedans? On est arrivé là-dedans fort de ce qu'on s'était dit. Il faut absolument qu'on soit dans le projet qui va être sélectionné ou au moins qu'on rentre dans un consortium. Alors, on a pris nos téléphones. Bon, on a un réseau. Moi, j'ai travaillé 15 ans à Bruxelles, donc on a passé des coups de fil pour identifier les différents consortiums qui se montaient. Et puis après, on a fait le choix, qui n'était pas tout à fait un pari, mais on a fait le choix de se proposer pour participer à un des consortiums avec des partenaires avec qui moi j'avais déjà travaillé depuis 15-20 ans. Donc on a choisi ce consortium-là, on a formulé un projet en le rendant le plus attractif possible, parce que vous imaginez bien qu'on n'était pas tout seul à vouloir proposer des expérimentations. Donc, on a fait, c'est pour ça que vous avez vu un trajet, on a argumenté, on a chiffré, on a accepté de beaucoup cofinancer, de très, très beaucoup cofinancer ce projet-là.
On a fait la proposition à l'organisation qui est l'UITP, l'Union internationale des transports publics, qui nous a dit « Ah, mais c'est pas sûr qu'il y ait de la place dans le consortium ». Alors, on a rediscuté, on a fait du lobbying. On a accepté de recofinancer un peu le projet et on a été accepté en tant que site de test majeur. Et on a été intégré dans ce projet. Après, bon, on sait bien qu'à la fin, au jugement, il en reste 2 qui sont excellents. C'est fini l'époque où on sélectionnait 6 projets, il y en avait 7 qui postulaient, donc on était sûr de rentrer. Mais on a fait ce qu'on pourrait appeler un peu de l'entrisme. Parce que voilà, il a fallu faire sa place et jouer des coudes. Donc, il ne faut pas être timide quand on sait qu'on a une bonne idée. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas hésiter à demander dans l'écosystème breton à des gens aussi qui ont un peu de la bouteille. Dans les projets européens, on est beaucoup à avoir une aide quand on veut vraiment rentrer dans un consortium et rentrer dans un projet. Donc voilà chaud. Donc avec qui du coup sur Rennes, il y a Keolis Rennes évidemment, le CHU. Nous-mêmes, on coordonne le site. Il y a l'entreprise Gruau qui va travailler sur faire du transport de marchandises à ces petites navettes. Mobilis qui travaille sur la gestion des trajets et la coordination. Et le groupe ESI qui va nous aider à faire un jumeau numérique du site pour peut-être avoir des datas qui remontent et l'ouvrir aussi au labo pour avoir un Living Lab un peu nouvelle catégorie. Sur le site de Rouen, il y a Transdev, la ville de Rouen et VDCom. On vous a dit ce que c'était. Il y a un site, on ne va pas élaborer. On en a eu un autre tout récemment, qui est un projet assez important, qui est moins chaud, c'est 25 millions, 60 partenaires. Celui-là, c'est 5 millions et 10 partenaires. C'est un projet, pareil, une discussion locale, avec Dassault, avec une boîte qui s'appelle Eagle, avec un peu le CEREMA, avec Rennes Métropole toujours. On s'est dit quand même, on veut faire circuler les gens moins en voiture, à pied, en trottinette, à vélo, en sidecar, enfin on verra comment. Donc il va falloir gérer ce système de mobilité intermodale. Mais en fait, avec Skoda comme logiciel de gestion, pour l'instant, on ne peut gérer que le trafic automobile. Et nous, on a du mal. Il nous faudrait des tableaux de bord au niveau de la métropole pour arriver à gérer tout ça, adapter la voirie, à adapter la position des arrêts de bus, à mieux connaître les comportements des usagers suivant tous ces modes. Comment on pourrait faire? Alors, au début, on était parti sur un projet national. Et puis, hop, on a croisé aussi un appel à projet. On a été contacté par les chefs de projet, pour le coup, qui savaient qu'on travaillait là-dessus. Et donc, on s'est intégré dans un projet Horizon 2020 avec donc Rennes Métropole, une start-up Eagle, le soutien de Keolis, et on se tournera aussi vers le CEREMA, maintenant qu'on sait quel budget on a, pour travailler avec nous. Donc, on veut compléter ce qu'on fait localement. Donc là, c'est viser l'excellence, que je vous disais tout à l'heure. On voudra que la start-up et éventuellement aussi Keolis deviennent des avions de chasse sur le sujet au niveau européen parce que c'est tout bénéf pour notre écosystème économique local. Et en plus, on sait bien que ce projet-là, on va l'articuler avec des projets régionaux. Il aura un gros pouvoir d'entraînement sur du développement à la fois en laboratoire et à la fois en PME et en start-up. On veut aussi, même chose que pour Shaw, si on pouvait arriver à avoir un data warehouse dans lequel les labos pourraient venir tester des hypothèses, ça serait sympa. Donc là, voilà, on a travaillé très en amont des appels à projets là-dessus et on a fait savoir qu'on était intéressé et ça a fonctionné. On est en train d'en monter un autre. Celui-là, c'est un projet de réseau. C'est des projets, ce qu'on appelle les fonds en cascade. Celui-là, il est vraiment pour les PME et pour les startups. Donc, on a raccroché un consortium sur le passage des PME industrielles à l'industrie 4.0 pour leur trouver des financements pour cofinancer à la fois l'accompagnement et à la fois l'achat de systèmes et de solutions industrie 4.0. On parle de robotique, on parle d'intelligence artificielle, etc. etc. Là, on a été démarché, ce qui arrive parfois parce qu'on a fait tout ce travail en réseau avant et qu'on est relativement connu dans les projets. C'est un consortium qui est venu vers nous pour nous faire participer à ce projet-là. Donc voilà, en un quart d'heure,
Comment on fait? On a une expertise, comme je disais, on est financé par les régions. Donc, on a une mission d'intérêt général, on a une expertise sur certains sujets. Je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'on a raté. Ça sera intéressant aussi de savoir ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on a pris aussi quelques pieds dans le tapis, en particulier parce qu'on n'avait pas réfléchi de manière assez stratégique. Et du coup, on a fait des projets ni fait ni à faire et on s'est planté, comme on dit élégamment. On prépare les AP d'Horizon Europe. Donc évidemment, tous ceux qui sont intéressés, soyez pas timides, vous pouvez nous contacter. On répondra aux questions et plus si affinité. Et pour le projet chaud, on vous donne rendez-vous, on croise les doigts, on a encore discuté avec la Commission européenne, on vous donne rendez-vous fin 2021 pour venir au CHU pour faire autre chose que d'être malade et venir voir des navettes qui circulent. Voilà, merci beaucoup. Isabelle, il y a une question. Je pense que par rapport au projet que tu nous as présenté, tu dois peut-être avoir quelques pistes de réponse. Si un grand projet innovant dans les mobilités existe, y compris transport public, et qui est porté par une communauté d'agglomération et une métropole, alors là Oui. on parle d'Aix et Marseille, Oui. PME qui a présenté ce projet, mobiliser ses énergies et l'énergie régionale, peut-elle présenter ce projet conjointement avec sa région? Alors, qu'est-ce que ça veut dire conjointement? J'imagine que ce n'est pas par coordinateur, puisqu'il n'y a qu'un seul coordinateur par projet, mais il va de soi que la solution est duplicable à l'Europe. Enfin, comment cette PME peut être associée à la région? Après, ça dépend. Si elle souhaite être chef de projet d'un projet européen, donc elle a repéré un appel en disant il faudrait que j'aille là, il faudrait qu'on aille là avec la région. Il y a deux solutions. Soit la PME se lance en tant que partenaire d'un projet vraiment à part entière. Donc, elle y met 2 personnes pour toute la durée du projet, elle rédige, etc. Et elle demande à la région d'être aussi partenaire dans le projet. Et après, ils définissent ensemble le travail qu'ils veulent faire et ils en font un lot qui est inclus dans un projet plus vaste. On a un deuxième modèle qu'on a appliqué dans le projet Tangent, justement, dont je vous ai parlé. Ce n'est pas la région, là, c'est la métropole, mais bon, même punition, même motif. La collectivité publique peut être partenaire. Et si la PME dit, bon, être partenaire dans un projet européen, usine à gaz au secours, elle peut être sous-traitant ou tierce partie. Après, je peux rentrer dans les détails plus tard, pas maintenant, mais elle peut être, on va appeler ça sous-traitant au sens charge de sa région. Donc, en fait, définir une tâche, c'est-à-dire que la PME dit, moi, pour la région, je mets en œuvre ce système-là dans telle et telle condition et avec un budget alors, qui jusqu'à présent n'était pas énorme. Je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochains appels, mais elle peut participer, mettre en place son projet avec sa région sans avoir les tracas administratifs d'être partenaire d'un projet européen. On va le dire comme ça. Donc voilà, il y a ces deux modèles-là. Après, si la PME et la région sont vraiment leaders sur cette innovation, il faut qu'elles fassent un peu le parcours du combattant pour se trouver des partenaires en Europe, identifier un appel à projet et identifier avec quelles autres villes et avec quelles autres entreprises en Europe elles voudraient travailler. On peut en reparler plus en détail. Elle peut se rapprocher, la PME peut se rapprocher d'Idefort-Car. Ah oui, tout à fait. Oui, enfin, si elle est dans notre périmètre géographique, sinon elle peut se rapprocher de nous et je l'orienterai vers le collègue dans la région ad hoc, quoi. Très bien, merci. Parce que c'est complexe. Et si c'est un nouvel arrivant, il faut ce qu'on a. On a des forecars, ce que j'appelle le diagnostic Europe. On passe 2 fois 2 heures avec nos membres pour parler stratégie. Il y a quelqu'un dans la salle que je ne nommerai pas, avec qui on est en plein dedans en ce moment. Voilà. Ok, donc très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose peut-être de passer à Sylvain à ce moment-là. Ok. Je vais partager mon écran. Ouais, je pense que vous voyez mes planches. Oui.
voit tout ça. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour présenter ou vous parler de mon expérience personnelle et de mon équipe, donc un retour d'expérience sur dans la participation d'un projet H2020 qui a été baptisé Ramsès. Et ce projet donc, concerne la réalisation et la démonstration de solutions innovantes pour le navire du futur. Alors, j'ai suivi la trame qu'on m'a proposée pour vous parler un petit peu de ce retour d'expérience. Donc, d'abord, on nous demandait de nous présenter. Donc, permettez-moi de dire quelques mots sur moi. Donc, je suis Sylvain Caloc, je suis professeur à des universités à l'ENSTA Bretagne depuis 2004. Je suis directeur adjoint d'une jeune UMR CNRS qui s'appelle l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme. Je travaille en tant que chercheur sur les problématiques de mécanique des matériaux. Donc, je m'intéresse au comportement non linéaire et à la modélisation du comportement non linéaire des matériaux, essentiellement matériaux métalliques. Je travaille sur la fatigue, c'est-à-dire les propriétés des matériaux et la durabilité des matériaux soumis à des chargements cycliques, ce qu'on appelle la fatigue à faible ou grand nombre de cycles, et également dans des contextes de changement de phase. J'ai été formé donc au laboratoire de mécanique et technologie de l'École normale supérieure de Cachan. J'ai passé ma thèse en 97. J'ai été maître de conférence à l'ENS de 97 à 2004 et j'ai passé mon habilitation en 2003. J'ai encadré une trentaine de thèses, dont 5 en cours, et une spécificité de mes recherches est le fait que je travaille depuis 20-25 ans donc en étroite collaboration avec un grand nombre de partenaires industriels. Et je vais dire que j'ai eu une certaine chance, réussite dans ma carrière, puisque la plupart de ces partenaires, je travaille avec la plupart de ces partenaires depuis au moins 10 à 15 ans. Voilà, donc je pense que vous les connaissez tous, Arcelor, Naval Group, Safran, PSA, Poquelin, Colten et Stryker, donc dans différents domaines d'application. Et enfin, je terminerai par dire que je suis tutélaire depuis décembre 2020 de la chaire industrielle ANR Safran Naval Group, qui porte le nom de Selfity. Voilà, donc quelques mots donc et puis on me demandait de dire quelques mots sur, selon moi, ce qui fait que nous avons obtenu ce projet. Alors, je vais changer un tout petit peu le vocabulaire puisque, comme l'a décrit Isabelle et très bien décrit juste avant, on peut avoir un rôle assez différent et puis une place assez différente dans des gros projets européens. Et je veux dire que moi, j'ai joué, moi et mon équipe, nous avons joué un rôle très, très mineur dans le montage du projet. Et on peut plutôt voir ça comme on est monté sur le porte-bagages, entre guillemets, de Naval Group. Voilà, donc c'est plus une stratégie d'être monté. Et qu'est-ce qui fait qu'on a été invité par Naval Group à monter dans ce projet Ramsès? Alors, le premier point, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, dans la planche précédente, ça fait une quinzaine d'années que mon équipe travaille en étroite collaboration sur des projets de recherche avec Naval Group. Deuxième point, du coup, une première conséquence, c'est que nous avons créé un laboratoire commun qui s'appelle Gustave Zédé avec Naval Group et qui donc est en fonctionnement depuis 2015. Je ne dirais pas grand-chose, mais j'ai la chance d'avoir une équipe de recherche dynamique et motivée, et je pense que c'est extrêmement important. On bénéficie de moyens d'essai importants et d'une équipe technique compétente et également motivée. Moyens d'essai qui, j'en profite pour remercier les projets CPER, puisqu'une partie de ces moyens d'essai ont été financés à travers des CPER, donc des contrats plan État-région, volet recherche. Et enfin, des spécificités et en particulier une approche et un savoir-faire différenciant en fatigue des matériaux et des structures. Donc ça, c'est notre métier en tant que chercheur et c'est, je pense, évidemment un point aussi important
pour monter dans des projets ambitieux. Alors, quelques mots sur le projet Ramsès, donc, qui est un projet qui s'inscrit dans le programme H2020 dans les challenges sociétaux, sur le thème du développement et de la production donc, de matériaux innovants. C'est un gros projet avec un budget total de près de 14 millions d'euros, dont 11 millions de contributions européennes. Il y a 36 partenaires venant de 12 projets européens différents. Et c'est un projet qui a démarré en 2017 et qui va terminer dans quelques semaines. Voilà, il y a un joli site internet sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations de communication et de résultats qui ont été obtenus dans le cadre du projet depuis 2017. Alors, un mot sur les nombreux partenaires, donc les 36 partenaires de ce projet. On retrouve un grand nombre d'acteurs de la construction navale. Évidemment, mon équipe n'a pas interagi avec l'ensemble de ces partenaires. Comme je l'ai dit, interaction forte avec d'une part Naval Group et une équipe de recherche de l'École centrale de Nantes. Et je ferai juste remarquer qu'il y a assez peu d'académiques dans ce projet. Et j'ai envie de dire, alors je suis universitaire, j'ai envie de dire presque malheureusement. Qu'est-ce qu'on a fait et comment est organisé ce projet? Donc, ce projet est articulé autour de 13, ce qu'on appelle work package, on va dire 13 lots différents avec des objectifs clairs. Donc, comme le titre l'indique, de réalisation et de démonstration donc de solutions technologiques sur différentes problématiques qui concernent tout le navire du futur. Alors, je vais surtout insister sur le lot qui nous a intéressés, qui nous a concernés, c'est-à-dire la conception, la fabrication et la validation de nouvelles solutions technologiques pour la réalisation de propulseurs marins, c'est-à-dire d'hélices de grande dimension. Alors, en quelques mots, quel était l'objectif? L'objectif était donc, comme je l'ai dit, conception, fabrication et puis validation vis-à-vis de sollicitation en fatigue de nouvelles technologies basées sur la fabrication additive. C'est un procédé qu'on appelle procédé WAM, Wire Arc Additive Manufacturing. Donc, vous voyez un petit schéma où l'objectif était donc de réaliser, on est à l'échelle de pales, mais aussi d'hélices marines, à l'aide d'un procédé de soudage. Donc, on vient souder des cordons de soudure et on vient fabriquer une pièce massive de cette façon. La conception a été réalisée et confiée à une entreprise donc, du groupe Naval Group, qui s'appelle Sirena. La fabrication a été gérée, tous les développements et la gestion de la fabrication des différentes pales ont été réalisés et gérés d'une part par Centrale Nantes et Naval Group. Et toute la problématique de prévision de tenue vis-à-vis de la fatigue et de validation donc, de ces solutions donc, a été confiée à mon équipe de recherche, donc à l'ENSTA Bretagne et à l'IRD. Alors, juste en quelques mots, la façon dont on s'est organisé, puis je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un objectif assez concret, puisqu'il fallait proposer une chaîne numérique d'aide au dimensionnement et à la validation donc, de solutions obtenues par ce procédé WAM. Et cette chaîne numérique, on l'a d'une part alimentée par des travaux assez importants de caractérisation du matériau, des pièces et de caractérisation vis-à-vis de la fatigue qui viennent alimenter cette chaîne numérique. Et puis, quelque chose qui est un peu moins courant, on va dire au moins en milieu académique, validation de cette chaîne numérique par confrontation, calcul expérience à échelle 1. Donc, une expérience que je vais vous illustrer sur la planche suivante. Donc, vous avez ici une photographie d'une pale. Donc, c'est un essai qui a démarré il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Vous apercevez la pale.
donc qui fait à peu près 1,80 m de hauteur, qui est sollicité par un actionneur et qu'on vient solliciter donc de façon cyclique. Et on vient donc autour de cette manip assez spectaculaire greffer tout un tas de moyens de mesure pour acquérir le maximum d'informations sur l'apparition et le développement de signes de fatigue. Et ces moyens de mesure reposent sur des systèmes de corrélation d'images 3D et sur quelque chose qu'on ne voit pas sur la photo, mais on fait de l'imagerie infrarouge pour faire de la détection de l'étude, ou de la détection et puis de l'étude de propagation de fissures au cours de cet essai de fatigue sur une pièce de grande dimension. Voilà. Donc, alors quelques retours d'expérience personnelle sur ce projet. D'abord, dans la phase de rédaction a été confiée à un cabinet spécialisé allemand. Donc, pour ma part, c'est la première fois que je participais à un projet de recherche comme ça, où on confiait la rédaction à, entre guillemets, un sous-traitant. Ça s'est révélé assez efficace. Voilà, et que ça demande finalement assez peu de travail, je trouve, pour un participant comme un laboratoire de recherche, comme le mien. Il y a quand même un travail en amont, et comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, un travail important de bien définir les tenants et les aboutissants de chaque lot, de chaque work package, de bien définir qui fera quoi et à quel moment. Et retour d'expérience également, hein, et Isabelle l'a rappelé et l'a mis également en avant, de l'importance des coordinateurs et des managers de projet à différentes échelles, à l'échelle macroscopique, on va dire, qui gère le projet, donc à l'échelle de tous les partenaires. C'est un gros travail. Et puis, rôle de coordinateur également à l'échelle de chaque lot. Voilà. Et puis, à une échelle un tout petit peu plus locale, de l'importance d'une cellule de gestion. Donc, moi, j'ai la chance dans mon établissement d'avoir une cellule qu'on appelle R&D qui gère toutes les problématiques administratives et budgétaires, avec mise en place d'une comptabilité analytique accrochée au projet. Quelques conseils. Alors, encore une fois, compte tenu de ma position et de la façon dont on est monté dans ce projet, de l'importance de bâtir des collaborations de recherche sur le long terme avec ses partenaires industriels quand on a la chance d'en avoir. Bon, c'est facile à dire, c'est pas si simple que ça à faire. Je pourrais répondre à d'éventuelles questions. Bien connaître ses forces et ses faiblesses, j'entends par là être clair sur le rôle que l'on peut et que l'on veut jouer dans un tel projet, à savoir est-ce qu'on veut un rôle essentiellement scientifique, technique ou un travail de coordination. Ce n'est pas tout à fait la même chose et il ne faut pas sous-estimer tous ces différents rôles. Et puis, dernier conseil, je reviendrai avec, par rapport au premier point, d'aborder régulièrement dans les discussions avec ses partenaires industriels une sorte d'analyse régulière et des études d'opportunité pour être intégré à des projets européens et de grande envergure comme le projet Ramsès. Voilà, j'espère ne pas avoir trop débordé. Je vous remercie de votre attention et évidemment, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. J'en profite pour afficher tous mes collègues de l'équipe de recherche. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on va lancer l'intervention de François et on prendra les questions sur justement le montage de projet. Nous, on les prendra ensemble. On voit bien, effectivement, un point intéressant, c'est l'histoire du cabinet conseil. Il est effectivement à prévoir que vu la complexité des projets et la concurrence qu'il y a dedans, ça risque d'être un modèle qui va s'appliquer de plus en plus, de faire la rédaction parce que ça se joue pour être aussi évaluateur. On est en général avec 4 projets qui sont tous très bons, dont on prendra un ou deux. Ça se joue à la virgule, au centime, au pouillème, au schéma explicatif bien fait, au vocabulaire clair,
un ton un peu, pas enjoué, mais pas trop aride pour rédiger le projet. Ça se joue à des poils de moustache, si je puis me permettre, Sylvain. Ça se joue à un poil de barbe. Donc, là aussi, d'où l'importance de faire appel aux bonnes personnes pour rédiger. Il y a des grands groupes qui ont leur propre personnel, mais ça risque d'être un modèle, effectivement, qui va se faire. Donc maintenant, on va passer la parole à François Baudin, donc, qui est professeur à l'Université de Rennes 1, qui avait fondé la chaire qui est Mobility in a Sustainable City, et qui va nous présenter un retour d'expérience sur un projet sur la qualité de l'air, qui était les tests, notamment de capteurs, gros capteurs, petits capteurs, pour travailler au niveau de la métropole rennaise, pour avoir des mesures et mettre en place des indicateurs qui soient fiables, donc en testant différentes technologies. On va passer en vidéo, puisque François n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il a fait une vidéo YouTube, ce qui est particulièrement génial, parce que du coup, on peut aussi la revoir. Donc, c'est quelque chose qu'on fera peut-être des petits tutos sur l'Europe pour afficher sur YouTube. Ça serait peut-être une bonne idée. Alors, maintenant, c'est là qu'on va voir si quelqu'un me dit si on voit bien le... Voici un petit retour d'expérience sur le montage du projet ACMO. Alors, je le mets en pause. Est-ce que vous le voyez et l'entendez bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Eh bien, c'est parti. Le projet ACMO, c'est un projet dans le cadre de l'appel CEF, qui est Connecting Europe Facility, et qui est géré par l'agence INEA. Alors, c'est un projet de 10 partenaires avec l'Université de Rennes 1 comme coordinateur. C'est environ 1 million d'euros. Et puis, vous avez tous les détails sur acmo.erisa.fr. Et puis, il y a une petite vidéo qui donne les grandes lignes. Mais juste pour placer le contexte, l'idée, c'est de mesurer la qualité de l'air avec des capteurs mobiles placés sur des bus. 10 partenaires, c'est plutôt un projet de taille relativement importante. Alors, le processus de montage de ce projet, ça a d'abord été d'avoir une idée qui nous tenait à cœur autour de l'IoT et de la mesure de la qualité de l'air. Ensuite, on a passé pas mal de temps à analyser le détail de l'appel à projet. Donc l'idée, on l'avait déjà explorée, on savait ce qu'on voulait faire. Ensuite, on attendait un petit peu d'avoir des prototypes qui soient suffisamment avancés pour pouvoir démarrer un projet en bonne et due forme. Donc, trouver le bon appel à projet, ça c'est important. Pas essayer de faire rentrer le projet dans un appel, mais plutôt l'inverse, trouver l'appel qui correspond au projet. Ensuite, une pratique que j'aime bien, moi, c'est rédiger 2 pages de description de projet. Ces 2 pages vont donner les grandes lignes, vont permettre de fixer ce qu'on cherche à faire et de le partager avec d'autres. Donc, une fois qu'on a écrit ces 2 pages, il ne faut pas que ça dépasse 2 pages, de façon à ce que vraiment ce soit lu. On propose la description du projet à la relecture et ça va permettre d'identifier des partenaires, les failles qu'il y a, les projets existants, concurrents, etc. Donc en fait, de faire déjà une première passe en interne de la qualité ou de l'intérêt pour le projet. Une fois que ça c'est fait, on va s'associer avec un partenaire montage de projet technique. Alors là, dans notre cas, ça a été Neovia Innovation, qui présente l'avantage de savoir très bien gérer les projets européens d'une part, mais aussi avoir une connaissance autour du HPC, entre autres. Et ce partenaire deviendra l'un des membres du projet qui gérera tout l'aspect projet. Quand vous êtes coordinateur, d'avoir les bonnes personnes pour faire ça, c'est extrêmement précieux. Une fois qu'on a ça, on recherche les partenaires technologiques. Alors, les partenaires technologiques, il faut qu'ils soient complémentaires par rapport à ce que vous savez faire et par rapport à ce qu'on va apporter au projet. Et une fois qu'ils sont là, on va rechercher les partenaires usage. Alors, ceux-là sont très précieux parce que ce sont ceux qui vont justifier le développement du projet en général. Et vous allez pouvoir les apporter quand vous avez des partenaires technologiques solides. Et du coup, vous allez pouvoir convaincre les partenaires du côté usage et exploitation. Mais ils sont primordiaux. Ensuite, vous mettez en place une organisation projet pour le montage, bien évidemment.
On produit la proposition et on s'assure dans la proposition que les lecteurs, les relecteurs et les évaluateurs vont trouver les réponses directes aux critères de sélection. Donc ça revient au point 2, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement à quoi on doit répondre de manière à maximiser ses chances d'acceptation. Alors, quelques règles empiriques que je tire de cette expérience, entre autres. Ne pas surestimer les niveaux de préparation, de maturité des technologies qu'on utilise. En général, on a tendance à surestimer ça, et du coup, ça va avoir un coût important dans le projet. Donc, il faut plutôt être sur la borne inférieure que supérieure. Il faut trouver des partenaires de confiance. Et du coup, ça, le premier moment où on va évaluer si on peut leur faire confiance ou pas, c'est entre autres au moment du montage de projet. Donc là, il ne faut pas avoir beaucoup d'état d'âme. Quand un partenaire est défaillant déjà au montage, ce sera pire plus tard. Ne prendre aucun risque pour les résultats principaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer Il faut un projet ambitieux, mais il faut séparer ce qu'on est sûr de produire, ce qu'on n'est pas sûr de produire. Parce que quand on a des résultats principaux qui sont produits, en gros, on garantit le résultat du projet. Et par contre, on va prendre des risques sur des éléments à fort potentiel, mais qui ne sont pas critiques. Ça, c'est à chaque fois qu'on met des choses critiques sur le chemin de la réussite, ça peut poser des problèmes. Donc, il faut réussir à organiser entre ce qu'on est sûr de produire et ce qu'on n'est pas sûr de produire. Ne pas mettre des partenaires en concurrence par ailleurs. Ça va poser plein de problèmes dans la gestion du projet. Du coup, il faut faire attention avec ça, même si deux partenaires, ça semblerait très très bien de les avoir, ils ont vraiment des choses à apporter, mais ça peut très vite altérer l'ambiance dans le projet. Limiter les partenaires sur le chemin critique d'un autre. Alors, éviter les longues chaînes de dépendance entre les partenaires. Ça créera des faiblesses dans le projet. Ça veut dire que ça met la pression sur certains et que s'ils ne délivrent pas, ça va créer des problèmes à d'autres. Donc la gestion du projet va être très compliquée. Ensuite, si vous mettez des PME, les agendas sont souvent compliqués, ou même des grands groupes. Les agendas peuvent être compliqués. Et du coup, il n'est pas évident d'arriver à délivrer les résultats principaux si l'organisation projet est elle-même constituée de chaînes critiques importantes. Toutes les questions liées à la propriété intellectuelle doivent être très très claires avant le montage. En fait, ça doit faire partie des 2 pages. On doit établir les principes qu'on va mettre dans les 2 pages, de façon à ce que quand un partenaire s'enrôle dans le projet, il sait pourquoi et à quelles conditions. Et puis, prévoir que l'effort de rédaction de la proposition pour la partie technique, donc ça, vraiment ce qu'on veut faire, c'est que 50% de la rédaction. Il faut faire un gros travail derrière pour s'assurer que les relecteurs vont trouver la réponse, les réponses à l'appel à projet dans votre proposition. Et ça représente typiquement 50% de l'effort de rédaction. Donc, il ne faut pas du tout négliger. La technique et la science, c'est vraiment important, mais ce n'est pas la partie très majoritaire d'une proposition de réponse à un appel de projet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Voilà, donc vous avez un retour qui complète agréablement ce qui a été présenté avant et qui rentre vraiment dans des détails très précis de la rédaction du projet, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas spécialement. Si Patrick est encore là, j'ai une petite question, Patrick, très rapide. Sur les 3 piliers de l'évaluation des dossiers pour Horizon 2020, qui étaient l'excellence, l'impact et l'implementation, avec au début beaucoup l'excellence, et puis après on a vu l'impact devenait plus important, l'implementation permettait souvent de départager les projets. Est-ce que c'est toujours ces 3 focus, ou est-ce qu'il y a, compte tenu de ce que nous expliquait sur l'émission, est-ce qu'il y a un focus est-ce que c'est un projet qui permet de résoudre certains goals, sustainability goals, ou est-ce qu'il y a de grosses différences par rapport à ça? Si tu es toujours là, oui. Tu m'entends? Oui. Ouais, vas-y.
Pour l'instant, a priori, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne suis pas au courant vraiment en détail des nouvelles évolutions. Ce que j'ai vu au départ, c'est que il n'y aurait pas beaucoup de changements pour ton information. Sachant que la mission, c'est un outil un peu spécifique et rien n'est défini pour l'instant. Mais pour ce qui est des projets classiques, il ne devrait pas y avoir trop de changements. Il y aura peut-être des changements au niveau du financement, par contre, des différents types de projets. Avant, on payait on avait 3 types d'instruments. On avait des actions d'innovation, des actions de recherche et d'innovation, des RIA, des IA, puis des actions de support. Dans tout ce qui est actions d'innovation, donc ce sont des projets de démonstration, qu'est-ce que je veux dire avec des TRL assez élevés, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il se pourrait que dans les partenariats, parce qu'il faut que l'industrie s'engage un peu plus, avant c'était 70% de financement, Oui. ça pourrait descendre à 60%, mais c'est encore à confirmer en discussion. Voilà. Oui, j'ai vu ça, oui. Ouais. Il y a déjà des questions là-dessus. Les Bon. rumeurs montent. Et D'ailleurs, dans l'IA, ça ne changerait pas du coup? Non. Non. il y a aussi une question dans la discussion sur le dossier, la procédure de soumission. Je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, Patrick. Est-ce que ça reste la même que H2020 ou parce qu'on n'a pas encore les templates qui sont pas encore. Mais là, je ne pourrais pas vous répondre de façon D'accord. détaillée. Vraiment. Ouais, non, désolé. Ouais. Merci. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne les vois plus pour une raison qui m'échappe, mais Alexandre, tu les vois visiblement. Non, c'était juste dans la discussion, il y avait une. Dans la discussion, oui, c'est ça. Ah oui, une autre question de Philippe, c'est quels TRL sont considérés acceptables pour les innovations et l'articulation avec les autres financements Europe? Quelle est la question exactement? Quel TRL? Ils sont considérés comme acceptables pour les innovations. Ça dépend du type d'instrument. Pour les actions d'innovation, donc pour les actions de recherche-innovation sont des TRL, je ne sais pas, 4, 5. Après, c'est dans les actions d'innovation, de démonstration, là, c'est plus vers pardon, 6, 7, jusqu'à 8. Ouais. Parfois. Du pré-déploiement, c'est vrai. J'aurais une question assez générale, mais pour tout le monde. Donc, est-ce que vous voyez un intérêt, un gain à participer à ces projets-là? Parce que vous avez quand même dépensé beaucoup d'argent et de temps surtout. Donc, c'est quoi le gain pour vous? Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Allez, allons-y. Le gain, nous, c'est volet des forecasts. Il y a il y a 3, on va dire, gros gains. Premier gain, vous avez vu les projets, en général, ils démarrent de discussions qu'on a sur le terrain avec multi-partenaires. On se dit, là, il faut qu'on travaille là-dessus, on ne peut pas avoir accès à des financements nationaux, ça ne va pas pour faire ce type de projet. Donc, ça permet vraiment de défendre et de mettre en place des projets d'écosystème qui ont un impact fort sur nos territoires, soit au niveau d'une région, soit au niveau d'une ou deux agglos, enfin d'une agglo en faisant tache d'huile autour de l'agglo. Donc, il y a nous-mêmes qui avons comme mission de faire le business et de la R&D, c'est un outil puissant. Qui a évidemment la deuxième phase de Janus, puissant, beaucoup de cofinancement, beaucoup de monde, des échecs. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller en ayant préparé ces biscuits. Deuxième volet, pour certaines entreprises qui ont décroché, qui font partie de ces gros et moyens projets, il y a eu un effet accélérateur et le fait d'être dans des consortiums où ils vont travailler sur 6 ou 7 pays européens, ben, ça leur a fait un accélérateur en termes de R&D, de mise sur le marché et de conquête de marché à l'extérieur indéniable. Là, il y a vraiment, il n'y a pas photo. Et nous, modestement personnel, ID Forecast, ça nous fait une montée en compétences, puisque étant dans ces projets, on fait une veille ou sur, par exemple, le véhicule autonome. Moi, j'ai fait de la veille, j'ai de l'info, et maintenant, je sais un tout petit peu de quoi je peux parler avec mes membres, sur peut-être 20 briques techno différentes et 10 usages, ce que je n'aurais jamais rêvé obtenir par d'autres moyens. Donc, en un mot, c'est vraiment le volet soutien fort à l'écosystème pour aller vers l'excellence et puis monter en compétence, accélérateur, monter en compétence de tout le monde.
Donc, on continue à en louper. Allez, j'en réussis à 50%. On continue à en louper allègrement 50% parce que les 50% restants valent le coup. On t'entend plus, Active. Pardon, je ne sais pas si Sylvain ou Florent voulaient rebondir. Oui, ben moi je veux bien dire quelques mots. Alors évidemment à une autre échelle, à l'échelle d'une équipe d'un laboratoire de recherche universitaire. Le retour, les bénéfices. Bon, d'abord, ça a permis de s'attaquer à un sujet que je ne vois pas comment on aurait pu s'attaquer à un tel sujet dans un autre cadre. Donc ça, c'est intéressant. D'autre part, alors à une autre échelle, hein, ça a créé vraiment un esprit d'équipe en regroupant une quinzaine de collègues à l'échelle du laboratoire. Et c'est pas si courant que ça qu'on arrive à monter des projets où une quinzaine de collègues sont impliqués directement. Donc voilà, pour la vie d'équipe et la vie d'un labo, je trouve ça également intéressant. Et puis enfin, on arrive à la fin du projet. Alors j'ai envie de dire, comme tous les projets, on arrive avec beaucoup de questions à la fin et beaucoup de perspectives. Et puis évidemment, la question de savoir dans quel cadre on va pouvoir développer et poursuivre les travaux avec des questions qui sont passionnantes et vraiment importantes dans notre domaine. Voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas si Florent, vous avez quelque chose à ajouter dessus ou pas. Apparemment non. Je ne sais pas si je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si des personnes ont… Oui, pardon, je n'ai rien de plus à ajouter. D'accord, très bien. Merci. Je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Je regarde, non, pas de questions. On est un petit peu en avance, mais ce n'est pas grave à ce moment-là, si tout le monde a faim peut-être. Ça me laisse à vous remercier tous de votre participation. Oui. Oui. Et puis… Alexandre? Oui. Oui, de dire que l'enregistrement de cet atelier, où je te laisse… Vas-y. Ouais, donc cet enregistrement de l'atelier sera disponible sur la chaîne YouTube de Noé, comme les 13 autres ateliers et conférences. Donc les liens seront envoyés aux participants. Exactement. Donc, vous pourrez le revoir quand vous voulez. Et, n'hésitez pas à nous contacter Réseau Noé ou IDForca ou les personnes qui sont présentes ici si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Merci encore pour l'invitation. Et puis, bonne fin de journée, bon week-end à tous. Merci de même. Oui, c'est vrai. Bon week-end. Bon week-end. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.